Re-bienvenue au Voyeur de Vue, un podcast où on visionne des vues devant l'Éternel. Et un de ces voyeurs de vue-là est moi-même, Yannick Belzile. Un autre et moi, Alex Rose. Et cette semaine avec nous, on reçoit l'animateur de On jase de films, un chic type en général, et aussi un auteur. Il y a ces trois choses-là, mais ça ne fait pas juste les définir. Il fait encore plus, il est encore plus. J'ai nommé Guillaume Saint-Cyr. Guillaume, comment ça va? Salut, mon Dieu, quelle belle présentation. Je ne m'attendais pas à autant d'honneur, mon Dieu. C'était très touffu, mais c'était senti aussi. Mais je l'ai senti, oui. Nous autres, on a déjà parlé du fait qu'on aime les vues, mais Guilla, tu as aussi un podcast qui parle de cinéma. Puis Effectivement. à une époque où tout le monde a des podcasts, pourquoi toi, tu as voulu faire justement un podcast de cinéma? Pourquoi tu voulais parler de ça? Parce que c'est une vieille idée que j'ai eue avec une amie autour de 2014, parce qu'on se disait, ah, on devrait se partir un podcast, puis jaser de films, mais tu sais, on voulait y aller plus thématique. Bon, en tout cas, le projet a cheminé, puis se faisait pas, se faisait pas. Puis pendant le confinement, j'avais un micro, j'avais un peu tout ce qu'il fallait pour enregistrer, puis je me suis dit, les gens à qui je vais écrire vont être disponibles parce que c'est le confinement, puis les gens n'ont Mhm. rien d'autre à faire. Donc, moi, tant que la COVID existe, je peux avoir des invités sur mon émission qui ne vont pas trop se répéter. Mhm. Fait que, comme tout le monde, oui, j'ai hâte à un vaccin, mais j'aimerais aussi que les gens restent disponibles pour venir répondre à mes questions. Regarde ça, c'est peut-être une nouvelle question qu'on peut avoir dans le format des voyeurs de vue, Alex, mais Oui. Guilla, te rappelles-tu du dernier film que tu as vu en salle avant le début de la pandémie? Ou peut-être même pendant la Je- pandémie? Pendant la pandémie, j'en ai vu deux. J'ai vu Les Roses, Hmm. qui m'a beaucoup touché. J'ai vraiment été marqué par l'aspect humain de ce film-là. Et je suis allé voir Jaws, un bon vieux classique de Oh, Steven yes. Spielberg. Il y a quelque chose de le fun d'aller voir Jaws dans un contexte de confinement, dans un contexte de pandémie mondiale, mais en été aussi, parce que c'est un film où est-ce que il y a un... C'est pas un virus, mais c'est un requin qui force la fermeture d'une plage pendant une fête, pendant l'été, avec des gens qui veulent pas que ça arrive, avec des gens qui ne croient pas que le requin est méchant. J'étais comme, mon Dieu, ce film-là a tout prévu. Ce film-là a vu tout l'avenir. Mhm. Puis la réaction des personnages dans le film de on va y aller pareil, se baigner. Et même si mon enfant meurt, je vais goûter à cette eau. C'est comme bon, c'est ça. C'est On un est gros j'ai le doigt. oui, oui. Avant qu'on commence justement avec de parler de notre film de la semaine, qui est un autre film qui a prédit bien des choses, je vais y aller avec notre nouvelle de la semaine. Et c'est pas les voyeurs de vue si à chaque semaine ou deux, on ne fait pas un check-in sur l'état du Snyder Cut de Justice League, Oui, euh, évidemment. qui a été révélé cette semaine que ça va être le Snyder Cut, les amis, qui est une chose qui change à chaque fois qu'on cligne des yeux, ça a une shape différente. Maintenant, on le sait, Zack Snyder a dit sur un média social, ça n'a pas été officiellement sorti, que le Snyder Cut va être un film de 4 heures de Justice League. C'est solidement 1 heure. Ça dure comment, le Justice League qui est sorti ça en salle? Il durait combien de temps? Il est comme 1h58. Oh, Il est, tabarnak. vrai, OK. il est vraiment sous la fesse d'être 2 heures. Ah, fuck. OK, dans ma tête, c'était 2h40. C'est correct. Tu sais, c'est juste 1h20 de Non, plus. non, non, mon ami. Non, 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 les amis. C'est un film de 4 heures. Puis, tu sais, il y Ah. avait comme des rumeurs que ça allait être peut-être une mini-série. Mhm. Puis moi, j'ai Mhm. l'impression que c'est une affaire qui sortait parce que ça va être sur HBO Max. Et t'imagines que ceux qui gèrent un système, ou une plateforme où ce que tu t'inscris, ils voudraient que ce soit 4 épisodes, puis tu reviennes comme 4 semaines de suite, puis tu restes abonné. Mais que Mhm. Zack Snyder va straight sur les médias sociaux puis dire non, non, c'est un film de 4 heures. Il y a quelque chose de peut-être fourrer ses boss Ouais. en pochant 90 millions pour faire d'autres bouts. Je commence à avoir un certain respect pour Zack Snyder que j'avais pas avant. C'est quand même très balleux comme move, là. Tu sais, quand tu commences avec faire un trailer, voici la version de mon film, puis le mettre sur le Alléluia de Leonard Cohen. Ça, pour commencer, c'est. Fait que Zack Snyder est plus baller qu'on pense. Mais tu Et. sais, d'après moi, il y a aussi un aspect, là, tu sais, là, c'est le débat là, cette année à cause de Small Axe, là, la série de whatever, la série de films de Steve McQueen sur Amazon Prime, où est-ce que quand il est venu le temps de donner des prix, le monde était-tu comme, c'est-tu de la TV, c'est-tu des films, c'est-tu, tu sais, vu que le format n'est pas clair, c'est 5 épisodes, dont certains sont 1 heure, dont d'autres sont plus comme 2 heures et quart.
Puis je pense que ce débat-là a fait beaucoup comme frémir. Parce que ça veut dire que Zack Snyder, il pense qu'il va avoir des prix pour Justice League. Fait que lui, il est comme, moi, je veux pas des Emmy, tabarnak, je veux des Oscars pour Justice League Snyder Cut. Il n'y en a pas question que j'aille me battre avec, je sais plus trop, là, que j'aille contre Fleabag ou whatever. Genre, non, moi, je vais damer le pion à Scorsese. Puis, J'avoue, parce qu'il y a vraiment David moins Fincher. d'affaires sorties, là, mais en tout cas, c'est ça. en termes de prix pour Justice League, il y en a un seul, mal pris. Excusez-moi tout le monde, excusez-moi. Mais bref, c'est ça. En 2021, on va avoir un vaccin et on va avoir le Snyder Cut. Fait que je suis très content. Puis j'espère qu'on va pouvoir comme l'écouter dans la même pièce, Alex, toi et moi, puis on va pouvoir s'enregistrer et faire un commentaire de 4 heures. Idéalement, là, il n'y aurait pas un vaccin et le Snyder Cut. Il ne serait qu'un. Tu sais? Comme on n'a pas le choix de regarder Snyder Cut pour. Puis là, c'est tellement comme. J'ai juste l'image de quelqu'un qui m'injecte un vaccin pendant 4 heures, puis c'est moins le fun, soudainement. Je sais plus, là, ça me tente la gang. Il y a comme une version orchestrale d'une tune de Bob Dylan qui joue, genre, puis des hosties d'affaires Tainted Love vraiment lentement. Là. Genre, tu sais, qu'est-ce qu'il peut possiblement avoir? Y a-tu tourné quelque chose? Il y a eu un tournage de Justice League? Il a invité des gens. En fait, ça, c'est un peu plus d'épique à dire, mais tout le monde se rappelle, bien sûr, du personnage indélébile du général Swanwick qui apparaît dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, qui est joué par Henry Lennox. Fait que, tu sais, tout le monde a comme qu'est-ce qui se passe avec Swanwick? Tu sais, Swanwick Hive activates. Quand est-ce qu'on va avoir plus du Swanman? Et puis, D'ailleurs, Zack Snyder fait tous ces updates-là sur Vero, qui est un genre de Twitter russe vraiment, vraiment fucking louche, là, tu sais, que le fait que toutes ces... Oh, God. Je pense que Snyder était peut-être aussi de la propagande russe, on le sait pas. On le sait juste pas. Ben, tu sais, une chose qu'on sait, c'est que Ben Affleck n'est pas sorti de chez eux là, toute la pandémie. On l'a vu, on le voyait à tous les jours avec son Duncan puis tout le shit. Fait que Ben Affleck n'a pas tourné une seule crise de seconde pour le Snyder Cut. Là. Peu importe ce qu'ils ont rajouté dans ces 2 heures-là, il n'y a pas du nouveau Ben Affleck. Non. Puis je te dis que s'il y avait un podcast de cinéma au Québec qui se tient à l'affût de ce qui se passe avec Ben Affleck, ça va peut-être devenir un segment, peut-être devenir Ben Watch. Ben là, c'est une grosse semaine pour Ben Affleck, une grosse rupture. Ben oui, il a cassé avec Anna de Armas, puis il semble, selon voir les photos qu'on a vues sur Twitter, updaté par le compte qui s'appelle Anna de Armas Fan, qui reposte des photos de paparazzi, d'un gentleman qui est sorti de chez Ben avec un cut-out de Anna de Armas entier. Un gros carton, là, 2 ou 4, peut-être 4 fois plus gros que la réelle Anna de Armas. qui est minuscule. Il y a des photos d'un gars qui ressemble étrangement à Casey Affleck qui met un cut-out de l'ex de son frère dans une poubelle. Puis ça existe. Là. On pourrait jamais enlever ça de l'Internet. Ça existe pour toujours. Est-ce que c'est passé des affaires en 2021? Pareil, les amis, là. On est juste dans le premier mois de l'année, puis il y a tellement de choses. 19 jours. Ça fait 19 jours. On n'a même pas 10% de l'année de fête, la gang. Puis, tu sais, ça, c'est clair que Ben pouvait pas... Fallu qu'il appelle son frère. Il a dit comme, je peux pas demander à mes enfants de sortir le cut-out de elle. Je peux pas demander à Jennifer de le faire non plus. Je peux pas le faire moi-même. Case, tu peux porter full de foulard qu'on te reconnaisse pas trop, mais le monde va te reconnaître. Toi, t'es déjà semi-cancellé, le monde taillisse déjà. C'est en ça. partant. C'est pas la première fois que tu vas être disgracieux avec une femme non plus. Fait que, rendu là. Ouais. Je veux juste savoir, dans vos prédictions de Justice League, pensez-vous qu'il va y avoir genre un 20 minutes musical ou que ça va juste virer en gros musical de bataille chantée? Je pense pour vrai, il va y avoir beaucoup de tunes, des affaires en slow motion, en 3D, avec des grosses tunes. Ça, il y en a déjà pas mal. Il y en a dans Sucker Punch, c'est ça? Oui. Il y en a beaucoup dans son travail, anyway, puis je pense que c'est le genre d'affaires qu'il était triste de ne pas en avoir mis assez. Parce que c'est ça, il y a une grosse affaire aussi de Leonard Cohen dans Watchmen, right? Oui, il utilise Alléluia aussi dans... Mm-hmm.
Ah, très bon escient d'ailleurs. Un très bon escient, oui. Puis, mais bref, ça, je pour dire que General Swanwick, joué par Henry Lennox, va être révélé comme étant Martian Manhunter. Fait que lui, il a tourné des affaires comme ça, même si ça n'a aucun esti de sens. Puis, fait que moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de raboutage de CGI qu'il va avoir ou des scènes qui sont juste des extraterrestres qui sont entièrement CGI, qui se parlent. C'est clair. Il va y avoir beaucoup de ça. Il va juste prendre des bouts de Mars Attack qui va dispatcher un peu partout dans le film. Mais tu sais, des aliens qui se parlent pas en anglais, là, genre. Il y a des sous-titres, là, puis on est genre, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Il y a ça pendant 1 heure. Regarde, rappelons-le, le Justice League qui est sorti en salle est 1h58, genre. Fait que là, on a beaucoup de Snyder Cut devant nous, puis j'ai très hâte et j'espère justement qu'il va y avoir un vaccin pour qu'on puisse tous l'écouter ensemble. Ça va être l'événement du cinéma de 2021, sans aucun doute. Mais là, je suggère qu'on mette ça dans une boîte et qu'on laisse ça de côté pour un instant. Anyways, d'ici une semaine ou deux, il va y avoir des nouvelles sur Snyder Cut à raconter ou à parler. C'est officiel. J'ai très hâte. Là, ça va devenir un projet de sitcom, puis ça va être ça. Ah oui, non, mais c'est clair, il va tout avoir ça, là, un moment donné. Justice League Vision. Tout le monde c'est fucked up. C'est fucked up. C'est comme... Superbat. Ouais. Ça va être fait en bout de 6 minutes. Ça va être des quick bites. Puis là, ils vont faire... C'était ça que ça prenait pour Quibi. Il fallait le Snyder Cut coupé en 450 morceaux. Oh là là, Quibi. Avec des rires en canne par-dessus, tout le long. Regarde, le monde va adorer ça. J'adore ça déjà, juste le concept. On va passer à notre film de la semaine, mais avant ça, on va expliquer bien sûr que, tu sais, au voyeur de vue, maintenant qu'il n'y a pas de film qui sort en salle, on fait comme une genre de chaîne de visionnement à plusieurs degrés. N'est-ce pas, Alex? C'est ça, exact. Ça s'inspire un peu du jeu de 6 Degrees of Kevin Bacon. C'est-à-dire que pour se rendre à un film, il faut automatiquement... En fait, pour aller de film en film, il doit y avoir une connexion qui se fait entre soit le réalisateur, les writers ou les acteurs, les comédiens. Fait que là, la semaine passée, on a regardé Zodiac de David Fincher, ce qui nous a amené, de par notre conversation à propos de Zodiac, à Social Network, qui est, c'est assez simple, réalisé par le même réalisateur cette fois. Mais ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement comme ça. Fait que, je peux le spoiler parce que tu l'as déjà dit au Mystérieux Étonnant cette semaine. Le film de la semaine prochaine, ça va être The Love Guru, le film de Mike Myers. Très mauvais, avec Justin Timberlake dedans, qui apparaît également dans Social Network. Fait que là, ce qui va être intéressant après ça, c'est de se sortir de Love Guru. Parce que là, on va être pogné là-dedans. T'sais. Fait que là, on arrive à Social Network de par Zodiac. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très simple comme transition, car c'est le prochain film de... Non, même pas, il y a Benjamin Button entre les deux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On l'oublie souvent, hein, Benjamin Button. Benjamin Button est comme dans le trou de mémoire de j'avoue, David je Fincher. pense pas souvent. Hein. C'est un peu son Justice League, trop long puis trop d'affaires. Le bout du CGI, puis des affaires de même. Mais en tout cas, écoute... j'ai très peu de souvenirs de Benjamin Button, genre. Je me rappelle de l'avoir vu. L'affaire que je me rappelle le plus de Benjamin Button, c'est qu'à un moment donné, tu vois du CGI de jeune Brad Pitt qui était à l'époque tout de même passable. Quand il est sur une moto, puis il est jeune premier, puis je suis comme « Oh shit, ça c'est vraiment bien fait. » Mais c'est ma seule image de ça. Puis je pense que si je la voyais maintenant, je trouverais peut-être ça terrible. Ouais. L'image, si je peux me permettre, l'image dont je me rappelle de Benjamin Button, c'est qu'à un moment donné, il va souper avec c'est Kate Blanchett qui est sa contrepartie dans le film. Ouais. Puis il y a une séquence au restaurant où c'est juste des fondus enchaînés, par-dessus des fondus enchaînés, par-dessus des fondus enchaînés, de lui, elle, mais le fondu n'a même pas le temps de commencer que l'autre débutait déjà. Puis j'ai pas souvent mal au cœur au cinéma, mais ça a été un moment que j'ai fait, j'ai hâte que ça finisse. Ouais. J'ai hâte que ça finisse. C'est vraiment dégueulasse. Puis c'est comme 2 minutes de fondu enchaîné, un par-dessus l'autre. Je comprenais pas. Ouais. C'est ça. Moi, je me souviens, tu sais, j'ai quand même une minime passion pour les films qui sont tournés à Montréal. Et Benjamin Button a été en partie tourné à Montréal. Et tu vois littéralement une scène de 2 secondes de quelqu'un qui embarque dans un char sur une rue du Vieux-Montréal, puis that's it. C'est la seule affaire que je me suis... La seule image que j'ai de Benjamin Button, c'est comme une shot de Kate Blanchett qui rentre dans un char ou qui sort d'un char, tu sais. C'est 167 millions de budget très bien dépensé sur un film dont on se souvient énormément. Ah, on en parle tout le temps, Mais là, on est ici pour parler de Social Network qui a 10 ans cette année d'ailleurs. On a parlé plus tôt de Scott Pilgrim cet été qui a eu aussi 10 ans cette année.
Et puis, c'est ça. The Social Network, c'est un film qui est basé sur un livre qui s'appelle The Accidental Billionaires. En fait, c'est basé sur le pitch, les notes et la recherche de Accidental Billionaire parce que le livre n'était pas encore entièrement écrit. Et ça a été envoyé à Aaron Sorkin qui a écrit le script pour ce film. Et l'histoire raconte que ça allait être le premier film que Sorkin allait réaliser pour lui-même. Mais un des producteurs a dit il va probablement dire non, mais on va l'envoyer à Fincher voir ce qu'il pense. Ouais. Puis là, 2 heures après, Fincher écrit à Aaron Sorkin dit hey, bonjour Aaron, c'est moi et Dave, je réalise le film. Et c'est basé sur ce livre-là. Alors, on ne peut pas dire que ça raconte réellement la création de Facebook ou le mythe de création de Facebook, mais ça parle justement de Mark Zuckerberg et son ami Eduardo Saverin, puis les démêlés. Le film prend la lunette des démêlés en justice entre les jumeaux Winklevoss et tous ces gens-là et toutes ces poursuites judiciaires-là qui sont arrivées à Mark Zuckerberg à cause de la création de Facebook. Et puis, on suit plus ou moins l'origine de Facebook, mais surtout comme un portrait d'un genre de personnalité qu'on sait tous, je pense, qui existe, mais qui n'avait pas vraiment été montré dans la pop culture auparavant. Tu sais, je pense que comment tu montres des nerds à l'écran, il y a un avant puis un après de ce que Jesse Eisenberg fait dans ce film-là. Tu sais. Et puis, bref, tout le film raconte cette histoire-là. Et moi, que je l'ai revu ce week-end, je ne l'avais pas revu depuis l'avoir écouté en salle, mais je dirais que c'est toujours quelque chose qui me tentait de le revoir un moment donné, c'est juste que ça ne donnait pas. Et en sortie en salle, ça l'a été comme tout de même bien reçu à mon souvenir. Mais là, je pense que si on suit un peu les affaires de film Twitter, puis de nerd de cinéma, puis des affaires comme ça, le film a juste grandi en estime, je crois. Puis là, c'est vraiment reconnu comme un film important de par ce qu'il a raconté, puis un peu ce qu'il a prédit, puis aussi l'ombre que Facebook a jeté dans nos vies. Mais alors, Guilla, j'aimerais ça te demander, toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens au sujet de Social Network? C'est un film que j'avais vu aussi au cinéma en 2010 quand il est sorti. Puis c'est un des premiers films en tant qu'adulte, parce que bon, c'est sorti en 2010, j'avais 20 ans, 21 ans quand c'est sorti. Puis c'est le premier film en tant qu'adulte qui m'a vraiment marqué, j'ai l'impression. Il y en a d'autres avant, mais tu sais que j'y repensais, que je me suis dit, hey, je veux réécouter la trame sonore de Trent Reznor et Atticus Ross. Je me rappelais des scènes, mais en le revoyant hier soir, je réalise que ou bien c'est moi qui a profondément changé, ou bien j'avais pas compris grand-chose de ce film-là à sa sortie finalement. C'est sûr que bon, c'est le langage d'Aaron Sorkin, donc c'est très verbeux, puis c'est très technique par moment. On en parlait un petit peu avant l'émission, là, qui aime ça, Aaron, aller dans des zones d'explication très confus, ben pas confus, mais très touffus. Mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Puis moi aussi, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vu en me disant, tu sais, ça fait longtemps qu'il est sur Netflix quand même. En me disant à chaque fois, hey, je veux le revoir, je veux le revoir, je veux le revoir. C'était la meilleure occasion. Et mon visionnement, c'est 1h45 comme film. J'ai eu l'impression que ça a pris 30 minutes puis c'était fini. Je trouve que ça marche encore, les scènes sont efficaces. Puis je me rappelais de tout. C'est ça qui est fou. C'est ce genre de film-là qui, pour moi, il n'y a pas une scène qui est de trop ou qui est inutile. Tout coule de source, puis ouais, j'étais soufflé à la fin. J'étais soufflé et essoufflé à la fin de mon visionnement. Ça m'a fait du bien de le revoir, pour vrai. C'est quelque chose on a parlé quand même souvent, parce que là, tu sais, depuis la pandémie, on regarde des films souvent qu'on avait déjà vus, pas exclusivement, mais c'est une affaire que moi, tu sais, il y a un temps dans ma vie où je regardais des fois 4 films par jour, 5 films par jour, tu sais, fait qu'il y en a évidemment que je m'en souviens pas. Puis quand je les réécoute, je suis comme, je me rappelais de tout finalement, tu sais. Il y avait tout. Puis des fois, c'est une expérience négative parce que je suis comme, tu sais, je m'emmerde. Tu sais, on dirait que ça fait juste le décliquer tout de suite au début. Puis là, je suis comme, on dirait que je revis. Pour moi, c'est la même expérience que quand je fais une entrevue, mettons, pour Colt. Puis après ça, je dois me réécouter. Puis je viens juste de la faire. C'est pas le fun. Tu sais, je découvre rien. Je fais juste réécouter quelque chose qui vient juste d'arriver. Ou comme quand pour faire le montage du podcast, mettons.
Mais avec Social Network, je suis d'accord avec toi aussi. Je le réécoutais, j'étais comme, ah oui, c'est, tu sais, aussi peut-être le 10 ans qui a séparé, tu sais, tout ce qui est arrivé sur la Terre et avec Facebook a aussi comme, ça a mis du relief un peu dans ce que je me souvenais de ces affaires-là, tu sais. Ouais. Puis Mark Zuckerberg, qui est une figure plus importante, certainement, en général, qu'il l'était même quand le film a été fait. Là, mais c'est ça, moi, je l'ai vu, comme vous, je l'ai vu aussi en 2010, là, quand c'est sorti. Je ne l'ai pas revu non plus. Puis, mais une chose que je trouve intéressante de ça, c'est aussi que ça a été fait très près des événements qui sont dans le film. Ouais. À un point où c'est quand même rare. Là, ça arrive encore de temps en temps que quelqu'un fait ça. Mais puis je me souviens, mettons, en regardant le film, je me suis souvenu quand moi, j'ai commencé l'université à Concordia en 2006. Facebook n'était pas disponible à travers Concordia. Je me souviens quand c'est arrivé, puis j'ai pu faire un Facebook parce que ça prenait un courriel d'université. Puis là, j'étais comme, OK, ça fait pas si longtemps que ça. C'est weird que le film ait un peu un point de vue historique où parle du passé, mais du passé très récent. Puis là, j'étais comme, je m'en souviens, je me souviens de ne pas être capable de m'inscrire à Facebook ou de m'inscrire à Facebook, puis il n'y avait personne dessus parce que je connaissais juste le monde essentiellement qui allait à mon école et pas tout le monde s'était inscrit encore. Et c'était même le Facebook qu'on voit dépeint dans le film, puis le Facebook qui existait quand le film se termine, il n'est plus le Facebook qu'on connaît maintenant non plus. Fait que c'est quand même intéressant voir à quel point ça a changé rapidement, puis que ça devient un peu comme de plus en plus historique, même si le film est vieux de 10 ans, les événements de 15, mettons. Mm-hmm. Mais pourtant, ça semble être du passé lointain. Puis à la fin, il célèbre quoi? 1 million de membres Facebook, 1 million de comptes? Ouais. C'est aujourd'hui, c'est rien, 1 million de personnes sur Facebook. C'est ça qui est particulier. Le jour qu'ils le mettent en ligne ou quelque chose, il y a eu 20 000 hits. Ils capotent, ils trouvent ça vraiment bad trippant. Je suis comme, ouais, OK. Moi, pour ma part, ce qui m'a frappé en le réécoutant, c'est à quel point c'était comme il y a l'aspect prophétique de toute la patente. Puis des affaires que j'avais moins vues à l'époque qui sont sorties plus en relief, comme la puissante comme misogynie derrière toute la création de Facebook, c'est que quand tu le vois la première fois, t'es comme ah, ben, tu sais, ça fait partie d'une caricature ou d'un archétype de nerd d'être de même. Puis là, à cette heure, on le sait que oui, il y a ça, mais que cette misogynie-là est quelque chose de vraiment. C'est un cœur qui bat à travers beaucoup de des gens comme ça. Puis que, tu sais, c'est pas une fioriture pour ajouter un personnage ou c'est pas juste un stéréotype, c'est quelque chose de vraiment vrai puis puissant. Ouais. Qui fait partie de gens comme ça. Puis ça m'a vraiment sauté d'en face cette fois-là que je l'ai écouté. Ouais. À quel point que c'était juste. Tu sais, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis, bien que c'est pas le développement de plateformes de médias sociaux, mais tu croises des gens qui ont la soif de pousser la technologie, puis de réussir, puis de devenir plus gros. Tu sais, c'est de construire un moteur, puis de rendre le moteur le plus efficace possible, puis de le rendre plus puissant, puis plus fort, puis tout ça. Puis c'est ça, le thrill de tout ça. Puis à l'époque que j'avais vu de Social Network, c'était ça l'aspect que je trouvais qui était le plus réussi du film. J'étais comme, ah oui, ils ont vraiment saisi l'esprit de ces gens-là qui veulent construire leur machine, puis qui veulent la pousser jusqu'au bout, puis peut-être qu'ils deviennent des moins bonnes personnes à cause de ça. Maintenant, je trouve que c'est vraiment comme c'est beaucoup de ces personnes-là ont une genre de faille au début qui est peut-être de la misogynie, qui est peut-être d'autres affaires, mais dans ce cas-là, c'est clairement ça. Puis ça m'a vraiment sauté au visage. Puis ça, c'est en retrait de toute l'importance qu'on sait que Facebook a eu à l'échelle mondiale. Mais ça m'a vraiment, vraiment surpris. Puis ce qui me surprend, c'est que dans notre dernier épisode avec Zodiac, on parle de comment David Fincher, il a vraiment façonné des codes policiers de fiction, puis qui semble faire ça. À chaque fois qu'il fait du policier, il façonne des nouveaux codes, que ce soit avec Seven ou que ce soit avec Zodiac, qui sont réutilisés par la pop culture par la suite à la poche pleine. Puis là, je trouve que dans Social Network, il y a beaucoup d'aspects de ça, que c'est comment que les nerds sont présentés dans les médias. Silicon Valley n'existe pas sans
Social Network, puis la nouvelle conception du nerd. En voyant ce film-là, je trouve qu'il trace la silhouette de ce qui va devenir le monde qui ont fait Gamergate aussi. Ouais. Aussi, le 4chan nocif, puis toutes ces affaires-là. Fait en plus de l'aspect ludique puis de code de pop culture, il a saisi vraiment quelque chose de vrai. Puis aussi avec Aaron Sorkin, ce que lui a écrit, puis ce qu'ils ont façonné ensemble. Puis ça, j'étais vraiment impressionné. J'ai comme, ah oui, c'était bon. Mais là, je suis comme, oh shit, ça c'était vraiment comme dans le mille à ce point-là. Puis c'est vraiment ça que j'en suis ressorti de ce visionnement-là. Non, je suis d'accord. Puis moi aussi, je voyais pas, quand il est sorti il y a 10 ans, puis on n'avait pas la même vision, personne il y a 10 ans forcément, mais je voyais pas toute la misogynie de ces personnages-là parce que on n'était pas encore rendu là, personne. Je comprenais que c'était pas cool, mettons, de l'écrire sur Internet. Hey, les seins de cette fille-là sont fake. Elle fait croire qu'ils sont plus gros. J'étais comme, ouais, non, c'est pas nice. Mais aujourd'hui, puis tu sais, autant Mark dans le film que même Eduardo ou Sean Parker, c'est tous des êtres excessivement sexistes. Puis c'est tout. Autant Eduardo qui est présenté comme un bon gars, il y a des bouts où est-ce qu'il est sexiste, où est-ce qu'il se fait sucer dans les toilettes, puis il est comme, man, on a des groupies. C'est fucking douche comme attitude, tu sais. Ça, tu fais, ben, la Silicon Valley, Palo Alto, ça a été construit par ces gars-là qui se trouvaient edgy, qui se croyaient, sans dire nécessairement de gauche, mais qui voulaient incarner quelque chose une forme de progrès, et qui reproduisent des comportements conservateurs, peut-être pas conservateurs, mais des comportements sexistes. De Boys Club. De Boys Club, c'est ça. Ils se sont fait un nouveau Boys Club, puis c'est tout. Puis le film, il est vraiment une pointe là-dessus. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est prophétique parce que tout ça finit par exploser. Mais Christy, dans Social Network, on nous l'annonçait 7 ans, 6 ans, 5 ans plus tôt. L'avertissement était là. C'est juste qu'on voulait pas le voir, mais de dire hey, ces gars-là sont pas nice. Des gens qui vont dans des parties faire de la coke sur des ventes de filles mineures ou qui n'ont pas l'âge d'être là, ça se fait, puis on voulait pas le voir, j'ai l'impression. Mais il y a vraiment, moi, une observation que j'ai faite en regardant le film aussi, c'est que dans le fond, la structure de ça, l'arc narratif, est identique à l'arc narratif d'un biopic de rock'n'roll. Oui. Identique. Dans le sens que, tu sais, c'est comme, on va faire une affaire qui n'a jamais été faite avant. Ouais, toi puis moi, on va le faire ensemble. Oh, ça commence à pogner. On n'est plus amis. Puis, c'est qui, lui? Sean Parker. Sean Parker, c'est le nouveau guitariste ou le nouveau manager, tu sais. Dans le fond, The Dirt, là, le biopic est calqué exactement sur Social Network. J'avais comme pas réalisé. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène où ils sont comme en train de se chicaner, puis il y a des filles qui font des gros bongs, là, des estis de longs bongs. Puis ça, c'est comme une affaire de rock'n'roll. Mais d'habitude, ça serait comme dans un club ou dans une grosse villa. Puis là, c'est dans une maison brune, perdu dans le fond de Palo Alto avec, comme 3 personnes. Mais pour eux autres, c'est ça, des rockstars. Je pense que l'archétype de rockstar n'est pas né avec le rock'n'roll. Il va dépasser le rock'n'roll de loin. Dans la même mesure que tu as des maisons pleines d'influenceurs à LA, que des hosties de Jake Paul puis Logan Paul qui font des parties de 250 personnes puis qui filment du monde qui se suicide dans la forêt. Puis tout. Ça vient de Facebook, mais Facebook, ça vient aussi à la base de Jim Morrison, puis ça vient de toutes ces hosties. Ce comportement toxique de dude doit commencer avec le premier gars qui a fait ça, un autre gars avec une roche pour prendre son sang puis dessiner une photo de bat dans une caverne. Je veux dire, je sais pas, c'est comme... Mais je veux pas tomber dans les théories du complot, mais Sean Parker a ruiné Facebook selon le film, ou a ruiné la relation entre Eduardo et Mark. Et comment s'appelait le gérant de Elvis qui aurait ruiné la vie d'Elvis? Colonel Parker. C'est vrai. Voilà, tout est relié. Comment s'appelle le personnage de Jason Statham dans le film de 2013? Parker. Ben, il s'appelle Parker. Parker. Ah oui, personnage de Donald Westlake. Ouais. Très bon point. Ouais. L'exception qui confirme la règle s'appelle Peter. Peter, oui. Et lui, il a le cœur à la bonne place. Ben oui, d'ailleurs, qui est joué par... Andrew Garfield. Andrew Garfield. Quand je voyais Andrew Garfield dans ce film-là, j'étais comme... Parce que Andrew Garfield ressemble vraiment à comment Peter Parker était dessiné dans les comics de façon moderne. Puis j'étais comme...
même maintenant, sachant qu'il y a 2 films de Spider-Man dans lesquels il a joué Peter Parker qui sont extrêmement mauvais, à chaque fois que je le voyais, parce que tu sais, il y a comme une belle sincérité facile, je trouve, Andrew Garfield, tu sais, comme ça. Fait que j'étais comme, ah, quel bon Peter Parker il serait. Ah non, c'est vrai, il l'a fait 2 fois. C'était absolument de la boîte. Puis, ben, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que quand il dit l'affaire des groupies, il met juste assez de poivre dessus pour être un peu désagréable. Ouais. Puis ça, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, c'est une affaire qui m'a vraiment aussi surpris tout le long, c'est la performance de Jesse Eisenberg, qui est vraiment, vraiment fucking bon, que des fois, je suis comme, est-ce qu'il y a eu de la chirurgie plastique pour changer la forme de son front qui devient extrêmement pesant et change toute sa face au complet? J'ai lu une entrevue avec lui qui parlait de jouer dans Social Network, puis il dit, moi, une affaire qui m'angoisse quand j'ai été le lead dans des films, c'est qu'il faut que tu projettes une énergie d'être aimable qui doit passer à travers l'écran. Et ça n'était pas nécessaire pour faire de Social Network. Fait que quelque part, j'ai trouvé ça vraiment moins stressant d'incarner ce personnage-là. Puis cette puissante façon d'être désagréable, mais tu sais, pas par exprès, mais pas se grouiller pour s'excuser non plus quand tu fais un faux pas qui projette. Là, il est vraiment bon. Tout le monde est vraiment bon dans ce film-là. C'est évident que le personnage de Mark Zuckerberg est quelque part on the spectrum. Là, il y a une forme d'autisme, là, c'est évident, là, parce qu'il est comme il n'écoute pas ce que le monde ils disent, il ne comprend pas les sentiments, il ne comprend pas qu'est-ce que les gens, le sous-entendu de qu'est-ce que quelqu'un il dit. Puis, mais aussi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce film-là aussi, c'est qu'il n'y a personne qui est tant le héros. C'est supposé te sentir mal pour les Winklevoss parce qu'ils se sont fait crasser, mais ils représentent quelque chose qui est à chier. Genre, je veux pas être dans leur bord. Non, mais même le vrai directeur dans la vraie vie de Harvard, qui a eu une rencontre avec ces 2 gars-là, parce que cette rencontre-là aurait eu lieu, il a dit, moi, pour vrai, si tu viens me voir un jeudi après-midi en saute, ou bien c'est que tu as une entrevue, ou bien c'est que tu as un trou de cul. Puis les 2 gars-là venaient pas pour une entrevue, je m'en rappelle. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme dur, tu sais, même après ça, t'es comme, ben tu sais, Wardo, il se fait aussi avoir, c'est son seul ami, tout ça, mais aucunement, tu sais, il essaye de frayer son propre chemin, il écoute jamais vraiment ce que le monde il dit, tu sais. Comme il est comme, non, moi, il faut que j'aille faire un internship, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, c'est comme ça, tu sais, ça nous prend des... Tu sais, il veut pas, genre, le progrès, il veut pas l'innovation. Puis à un moment donné, tu sais, je peux comprendre, tu sais, t'as tes idéaux puis tout ça, mais à l'écouter parler, c'est comme, man, fais juste, arrête, débarque de ça, décroche de cette hostie d'affaire-là, là, ça marchera pas, tu sais. Fait que c'est étrange parce que t'as pas de sympathie particulière pour personne, t'as un peu de sympathie pour tout le monde. Mais tu sais, c'est impossible de se ranger d'un bord ou d'un autre. Si tu sors de ce film-là puis tu te dis, ben, la personne qui a souffert dans ça, c'est X, Y, Z, c'est comme. Peut-être, dans le fond, la personne qui a souffert, c'est Rooney Mara. Oui, Erika. Erika Albright. C'est la seule qui a vraiment. C'est les femmes qui souffrent. Ben, les autres sont. Ben, il y a aussi elle qui est jouée par Dakota Johnson. Je pense que c'est-tu le premier rôle de Dakota Johnson, d'ailleurs? Sinon, un des premiers. Ouais. Qui joue la fille qui couche avec Sean Parker au début, puis elle est comme, tu sais... puis elle aussi, tu sais, elle est un peu comme... Ben, je sais pas, tu sais, le monde, les filles sont plus comme exploitées par les dudes dans ça, là, tu sais, de façon, c'est direct ou indirect. Même comment elle s'appelle? La blonde de Wardo, là. Brenda Song. Folle, Brenda Song. Ben, l'actrice, c'est Brenda Song, mais je ne me rappelle pas du nom du personnage. Là. Mais, ouais. Ben, je te dirais que, regarde, ça, c'est... ça aussi, je suis pas en une affaire que je voulais parler, c'est du script d'Aaron Sorkin, c'est que ça, c'est que le script de Social Network a toutes ses forces, puis aussi package beaucoup de ses faiblesses. Mais ça marche tellement bien que tu t'en rends moins compte. Mais tu sais, c'est souvent arrivé que Aaron Sorkin, il y ait des rôles moins édifiants pour des dames, mettons. Beaucoup des straight women puis des setup women qui... Ouais, des rôles utilitaires, tu sais, sont là pour que le dude dise de quoi. Puis en plus, le monde dans les films d'Aaron Sorkin ou dans toutes ses œuvres parle énormément. Fait que tu sais, dis-toi que si t'es là pour faire parler quelqu'un d'autre, tu parleras pas beaucoup parce que s'il y a besoin d'un tremplin pour parler, ça va venir. Tu
sais, t'as le personnage de Rashida Jones qui a le dernier mot, mais j'ai l'impression que pour Aaron Sorkin, c'est le strict minimum qu'il peut faire en disant je suis pas sexiste, c'est une femme qui parle en dernier. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, regarde, je suis un gros fan d'Aaron Sorkin. Ouais. Et j'ai lu et regardé moult entrevues avec lui. Écoute, il y a une couple d'années, la première fois que j'ai été refusé en scénarisation à l'école de l'humour, je me suis dit, OK, ben ça va faire, je vais faire mon apprentissage moi-même. J'ai acheté son masterclass. J'ai trouvé ça très instructif. Mhm. Mais il est un genre il est surtout, moi, je le cause beaucoup comme un writer de télévision parce qu'il en a écrit énormément. Tu sais, le volume de son œuvre est là-dedans. Ouais. Puis, il y a quelque chose dans des writers prolifiques que ils sont quasiment comme des lutteurs quand on regarde un match. Tu sais les moves qu'ils vont faire. Tu sais qu'ils ont 7 moves qu'ils vont tout le temps faire, puis que leurs œuvres ont un certain pattern. Puis, à un moment donné, ça devient des genres de mauvais plis. Tu sais. Puis, Sorkin, je suis convaincu qu'il n'est pas misogyne. Il ne se considère pas sexiste non plus, mais il ne réalise pas que tout le temps, avoir une femme qui set up un grand homme, un moment donné, ben, c'est un peu croche. Là. Ouais. Faut que tu balances ta patente. Là. C'est-tu Aaron Sorkin qui a écrit Jobs aussi? Oui. Oui. Ouais. Jobs, c'est le parfait exemple de genre, tu sais, comment Aaron Sorkin, à son état pur, ça devient juste comme deux engrenages qui roulent. Là. C'est juste des scènes de monde qui s'ostinent dans des couloirs. Puis tu sais, c'est comme. Non, c'est 4 fois la même scène de gens qui s'obstinent dans des couloirs. C'est ça, tu sais, c'est à peine un film, là, les amis. Mais tu sais, fait que genre, justement qu'on enregistre, je parlais de ça, je l'ai pas fini encore, mais j'essaie d'écouter Molly's Game avant de parler de Aaron Sorkin. Puis, ça, c'est la même affaire aussi. Un peu, il y a plein de personnages utilitaires. T'sais, Molly's Game, c'est plus calqué sur un genre de Wolf of Wall Street. Là, c'est supposé gonner plus, puis tout ça. Mais il y a quand même plein de personnages. Puis là, le personnage principal est une femme. Fait qu'on peut pas l'accuser d'avoir des personnages utilitaires. Ben, il y en a plein, là, mais ça aussi, c'est un peu comme beaucoup d'affaires qui existent de façon utilitaire. T'sais, cette scène-là est là parce que il faut qu'elle commence à faire une narration qui va passer par-dessus 4 autres scènes. Fait qu'il faut l'avoir. Tu sais, il y a beaucoup je sais pas, tu sais, il y a des affaires que je trouve qui sont comme habiles, mais maladroits en même temps, genre. Mm-hmm. C'est comme quelque chose, tu glisse des mains, puis là, ça revole dans les airs, mais tu le rattrapes. Mais tu sais, la partie où ça revole dans les airs, c'est pas tout le temps gracieux. Je pense. Il y a des scénaristes qui sont super élevés dans le dialogue et le scénage de 2 personnes ou 3 personnes qui se parlent, qu'à un moment donné, ils veulent être. Il y en a qui veulent être show-off de même. Ouais. Je suis en train je suis un grand fan aussi d'un autre writer, pas mal de télévision, qui s'est fait targuer souvent d'être sexiste, Steven Moffat. Puis là, je suis en train d'écouter sur Amazon Prime Coupling, qui est comme un de ses premiers gros sitcoms qu'il a fait fin année 2000. Puis c'est un sitcom vraiment horny sur des amis qui couchent ensemble puis qui parlent de sexe en masse. Puis en tout cas, il y a bien des aspects qui n'ont pas tant vieilli, mais tu vois que lui aussi s'est fait targuer de ouais, ben tu sais, les femmes sont-tu là pour se taper les hommes? Puis là, je suis en train de raconter une joke, mais là, la joke est un setup pour faire une narration sur 3 autres scènes aussi, puis ils reviennent avec ça plus tard, tu sais. Il y a toutes les deux le même jonglage, puis ils veulent t'impressionner avec leur dialogue. Puis l'affaire, justement, avec Social Network, c'est là que je trouve que tout ça est maîtrisé. J'ai parlé de mauvais plis, mais dans ce cas-ci, ils paraissent pratiquement pas. C'est tout est lisse. Avec Fincher, il est comme la personne parfaite pour comment mitrailler tout ce dialogue-là de la bonne façon, puis de tout monter ces scènes-là ensemble, avec aussi cette trame sonore-là. Je ne sais pas si c'est la première fois que Trent Reznor et Atticus Ross faisaient c'est-tu leur premier soundtrack au cinéma ensemble? Sauf erreur, oui. Oui, parce que ça avait été comme une espèce d'événement que Trent Reznor fasse une trame sonore à ce moment-là. Oui, hein, parce que je me rappelle aussi, comme en l'écoutant, j'étais comme ah oui, quand j'ai vu leur nom, je me dis ah oui, c'est vrai, je pense que c'était leur première affaire, puis c'était vraiment marquant. Mais en même temps, j'ai réécouté Watchmen cet automne dans lequel ils font la soundtrack. Mais en écoutant Social Network, il me semble que c'est un son qu'on entend plus dans les séries télé aussi. Là. Les séries télé ont des soundtracks moins
moins de thèmes maintenant, puis plus ambiante comme eux autres. Là. Ouais. Mais quoi que Hand Covered Bruise, le thème qu'on entend au début, quand Mark se rend du bar jusqu'à son appartement, Mhm. ce thème-là me reste en tête. C'est quelques notes au piano, mais Mhm. il m'est resté collé en tête longtemps. Puis bon, tu sais, j'écoutais la soundtrack aussi à peine à la planche dans le temps. Puis c'est une trame sonore qui est le fun à écouter quand tu marches dans Montréal le soir, quand, Dans quand le il temps, fait c'était froid possible. en hiver, dans le temps que c'était possible. Mais c'est ça, ben, entre, mettons, 5h et 8h en ce moment, Oui, là, oui, absolument. allez vous promener dans Montréal avec la musique de Social Network, puis ça marche au bout, c'est super bon. Ouais, c'est une trame sonore extraordinaire qui a, je trouve, malheureusement été surutilisée. Ben, pas celle-là, mais le style a été surutilisé par après, là, comme, Mhm. comme les Bram de Hans Zimmer et tout ça. Là, c'est quelque chose de cool, fait qu'on va le vampiriser jusqu'à temps que ça devienne ringard. Mhm. Tu sais, pour parler de Fincher, vu on a parlé de Zodiac la semaine passée, mais tu sais, je pense que justement, ce qui fait qu'il tempère beaucoup les mauvais plis de Aaron Sorkin, je pense que c'est Fincher. Tu sais, genre, j'ai remarqué en le regardant cette fois, le générique du début passe juste sur Mark Zuckerberg qui marche d'une place à l'autre. Mhm. Tu sais, puis je me souviens que, comme moi j'étudiais en cinéma, tu sais, l'affaire que tu fais tout le monde, quand le monde qui étudie en cinéma, c'est qu'ils font des courts-métrages, des exercices ou whatever, c'est toujours juste du monde qui marche d'un point à l'autre. Si tu veux montrer que quelqu'un s'en va parler, le gars va parler à sa blonde, mettons, tu vas avoir 4 shots de lui qui marche d'un bout à l'autre. Tout le monde fait ça, c'est le premier comme mauvais pli du débutant, parce que tu veux mettre une toune dessus, parce que t'as aucun autre, t'as pas beaucoup de tu connais pas De de move. C'est ça, t'as pas de comédien, t'as pas de costume, t'as rien. Fait que t'es comme, ben, ce que j'ai, c'est que je vais pouvoir mettre de la musique là-dessus. Tu sais, je trouve que c'est important dans ce film-là. C'est pas un défaut du film parce que ce que ça fait, c'est que le film respire. Pour une des seules fois dans le film, il y a du monde à l'écran. Ils sont pas en train de parler, ils sont pas en train de faire whatever. Il n'y a pas de voix off, il n'y a rien. C'est juste quelqu'un qui marche. Mhm. Puis, Mais, ouais, de non, prendre le temps de respirer, Aaron Sorkin n'aurait jamais fait ça. Là, je suis en train de dire, je regarde Molly's Game. Là. Molly's Game, ça ne respire pas une crise de seconde. Là. Tu perds l'impact de gens qui parlent vite, qui parlent fort, qui disent beaucoup d'affaires si c'est juste ça de bout à bout. Tandis que quand le film respire, après ça, tu sais, quand les gens parlent, ça a plus d'impact. C'est sûr que comparé à Zodiac, c'est des films assez différents dans leur forme et dans leur fonction, mais il y a quand même cette idée de prendre le temps, d'être granulaire, d'aller dans les détails, que je trouve qui passe plutôt bien là, dans. Ouais. Mais pour moi, ce qui marche bien de cette marche-là, c'est que Mark, tout le long du film, c'est un volcan tranquille. Il explose pas, mais il peut te détruire d'autres manières, ou en tout cas, on suggère qu'il détruit d'une autre manière. Mais là, il vient de se faire laisser. Tu le vois qu'il est au bord, sa réaction n'est pas claire. Il y a sa marche que tu peux estimer qui est quand même plus longue que ce qu'on voit. Il revient, puis là, il explose, puis il écrit tout ce qu'il veut sur Internet. Mais pour moi, quand la force de revisionner ce film-là, c'est que tu peux t'imaginer que dans sa tête, à ce moment-là, il est déjà en train d'écrire son texte de qu'est-ce qu'il va dire pour faire chier cette fille-là. Cette marche. Puis une chance que c'est pas juste lui au bord qui se fait larguer. Bang, on coupe à lui qui est chez eux. Jessica, pas Jessica, mais Erika. Fuck you, bitch. Tes seins sont laids, nanana. Cette marche-là, pour moi, a tout son sens, tu sais, pour le scénario puis pour la réalisation. Ben, justement, cette discussion-là, ça me fait penser à. J'essaie de me remémorer comme les rares fois que justement le film prend le temps de respirer. Puis je pense que une des seules autres fois, c'est quand on voit une course de canot des Winklevoss avec In the Hall of the Martian King, la tune classique. Ben, tu vois l'eau tellement calme et tu vois les bateaux glisser. C'est tellement apaisant, mais soudainement tellement soudain comme mouvement dans un film où tu vois juste du monde parler. Ouais. C'est quasiment voir comme un vaisseau passer dans un film de science-fiction, comme hors de nulle part. Comme, il y a de l'eau, puis il y a ça qui arrive, c'est incroyable. J'étais comme vraiment surpris par ça, puis je me demande si tu veux faire un lien entre ces deux scènes-là, de la même façon que tu imagines que Mark Zuckerberg, il est en train de macérer dans sa hantise. Les Winklevoss, eux autres, sont juste comme « Hey, il faut ramer, il faut ramer. » Ils pensent juste à gagner à ce moment-là. Puis que s'ils n'ont pas gagné, ben là, ils pensent à l'autre affaire, ils n'ont pas gagné par la suite. Là. Ouais.
Mais quelque chose aussi que j'ai pensé en regardant le film, c'est que tu sais, c'est rendu beaucoup plus commun maintenant d'avoir des œuvres de fiction, tu sais, que ce soit de la télé ou des films, à propos des choses qui se passent sur Internet. Mhm. Parce que maintenant, des choses importantes se passent de plus en plus avec juste des gens devant leur ordi. Tu sais. Puis, Ouais. tous les réalisateurs prennent des approches différentes pour tu sais, mettre ça en termes visuels. Quelque chose qui est intéressant de Social Network, c'est qu'il y a très peu d'ordi dedans pour un film où ce que tout se passe devant des ordis. Tu sais, on ne voit pas tant d'écrans d'ordi. Il n'y a pas comme tu sais, des transparences de genre on voit qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, on voit ci, on voit ça. Tu sais. C'est très accessoire à ce qui se passe, même si toute l'action tourne autour de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet ordi-là. On n'essaie pas de comme mettre de la vie ou faire une facture visuelle de l'informatique tant que ça. Pas comme dans Black Hat, là. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, dans c'est quoi Chef, là, le film de Jon Favreau, là? Oui, oui, oui. Tu sais, que genre son truck devient viral, puis là, tu vois des petits oiseaux qui ils vont porter des tweets. Je me souviens quand je l'ai vu, j'ai fait ça va durer 6 mois. Dans 6 mois, ça va être quétaine. Ça. Ouais. Il y avait ça dans Easy A aussi, là, que tu voyais le message Ouais. d'une personne à l'autre dans l'école, puis comment ce chemin-là se faisait. Puis, ouais, même ça, en voyant ça, je fais. Je sais pas. Mais c'est parce que Fincher ne peut pas faire ça parce que, tu sais, il y a un montage dans Zodiac d'informations, puis d'aller chercher, puis là, tu vois comme un peu comme en 3D, comme un fichier scanné qui est parallèle au plan des gens qui marchent, puis là, tu sais, c'est super, super slick, c'est parce qu'il n'y a pas d'informations analogues là-dedans. C'est pour ça que ça n'intéresse pas David Fincher. Faudrait que si Mark Zuckerberg avait comme codé sur microfiche, peut-être que là, on aurait, mais là, il y en a mais pas. C'est quelque chose... il y a une couple de semaines, j'ai écouté Shattered Glass là, avec Hayden Christensen, qui est un film qui se passe dans le monde du journalisme, là, puis des revues, comme en 98. Mhm. Puis dans ça, il y a beaucoup des gens qui travaillent dans les newsrooms, dans les salles de rédaction, ne savent pas comment se servir de l'Internet. Fait que ça, c'est un peu gossant parce que dans ce film-là, il faut un peu que tu montes des ordis et tout ça parce que la majorité des personnages sont comme, je sais pas comment ça marche, l'Internet. Tu peux-tu faire ça sur l'Internet? Je comprends pas. Explique-moi l'Internet. T'sais. Fait qu'il y a un peu de, comme, quasiment du DOS, là, du monde qui pitonne dans du DOS pour te montrer comment ça marche l'Internet. C'est un film qui a été fait en 2003, fait que 7 ans avant ça, mais qui se passe à peu près aussi 7 ans avant les événements. Plus jamais on va avoir besoin de faire un film où le monde je comprends pas comment ça marche l'Internet, même si ça se passe dans le passé. On va prendre pour acquis que tout le monde sait comment ça marche l'Internet. On va pas perdre de temps à montrer l'Internet, mais en 2003, il fallait quand même un peu que tu le montres. Puis cet aspect-là aussi est plutôt... même dans Molly's Game, genre, l'idée... pas pour parler de Molly's Game, tout ça, mais il n'y a rien qui se passe sur Internet. Puis, si ce film-là se passait 5 ans plus tard, oui, il y aurait quelqu'un qui va aller dire sur Facebook, je suis sur une grosse game super secrète, c'est sûr que ça va arriver. Fait que genre, c'est intéressant de voir, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après Social Network dans la façon qu'on démontre comment les choses importantes se passent en ligne. Social Network le fait mieux que la majorité des films. Hein. Surtout les films qui sont arrivés tout de suite après Social Network, comme Chef ou Easy A, ou les affaires qui étaient trop près de Social Network. Ben, ça aide que Social Network parle justement des personnes qui créent l'Internet. Fait qu'on peut plus être dans leur bataille que dans la machine qui fonctionne. Mais Guillaume, qu'est-ce que tu allais dire? Je veux juste revenir sur une affaire par rapport à Sorkin, puis ça vient de me popper en tête, parce que on parlait de Zodiac, les enquêtes, mais pour moi, le film Social Network est construit comme une enquête. C'est pas loin d'être un film policier. Si on est dans la stricte réalité, entre guillemets, du film, le film se passe le film se passe à deux réels moments. Puis les deux fois, c'est quand Mark Zuckerberg se fait questionner par des avocats, mais ces gens-là font quasiment une enquête. Ils sont en train d'essayer de tirer les verres du nez, puis d'un bord, c'est qu'est-ce que tu as fait à Eduardo, puis l'autre, c'est qu'est-ce que tu as fait à Sean Parker. Puis c'est juste des gens qui essayent de faire puis au Winklevoss, mais c'est un interrogatoire. Tout le film, c'est un interrogatoire. Puis après ça, on plonge dans les souvenirs de ces gens-là. En leur voyant, c'est la première fois que ça m'a marqué à quel point c'est un film d'interrogatoire. J'imagine la meilleure façon de parler de lui, c'est un scénarologue américain qui s'appelle John Truby, qui fait beaucoup de. Qui écrit beaucoup de livres à scénarisation, puis qui fait du script counseling, des affaires comme ça. Puis il dit essentiellement comme un drame policier, ou du moins un drame de détective. L'enjeu, c'est
c'est la vérité de qui gagne. C'est-tu la vérité du policier ou c'est la vérité du meurtrier qui essaie de se sauver avec? Puis, justement, c'est ces vérités-là qui se battent dans Social Network. C'est ça qui est vraiment le nerf policier juridique de la chose. Puis à la fin, Rashida Jones, sa dernière ligne, avant de dire que c'est pas un trou de cul, mais il essaie fort de l'être, c'est de dire t'étais pas là au party. Comment ça se fait que la police a débarqué à ce party-là, puis toi, t'es jamais allé, puis que t'étais dans ton bureau en train de faire d'autres choses? Sous-entendant que c'est peut-être lui qui a appelé les polices, comme on sous-entend que c'est peut-être lui qui a envoyé les informations au journal pour Eduardo, qui aurait donné du poulet à un poulet. Puis tout ça part de l'affaire que on sait que c'est lui qui a écrit le truc sur Erika. Puis il veut juste pas se refaire pogner en détruisant la vie des gens. Puis est-ce que c'est lui ou pas? Puis le film donne pas de réponse, mais pour moi, c'est là qu'il y a un bon character building. Quand le film te laisse avec cette question-là, cette phrase-là, t'es pas un trou de cul, mais t'essayes fort de l'être, ça amène juste encore la question, c'est-tu lui qui a fait ça ou pas? Puis on ne sait pas, ça peut très bien pas être lui qui a appelé la police pour Sean, comme ça peut l'être. Justement, c'est ça qui, pour tous ses défauts ou ses affaires qui fait moins bien, comme que j'aime Aaron Sorkin, c'est sûr, il y a ses envolées de dialogue, puis comment il est conçu, puis ces affaires-là, puis ça, c'est vraiment le fun. Mais aussi, il est obsédé par ces personnages au centre que tous les autres personnages servent, mais les personnages qu'il y a au centre sont tout de même assez riches, puis il y a en masse de stock qui se passe avec eux autres, que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, justement, dans son masterclass, il raconte de c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec un script quand tu travailles avec un réalisateur, puis il parle d'un exemple de Social Network avec David Fincher, puis il dit que quand Mark Zuckerberg rentre chez lui pour créer FaceMash, tout ça, dans le script, il se fait un vodka jus d'orange. Puis Sorkin, il dit, quand tu bois avec du fort, c'est là que tu bois vraiment dans le fond pour te saouler. Puis David Fincher, lui, il s'est renseigné sur ce que c'était cette soirée-là avec les autres gens qui étaient là, blablabla. Non, Mark Zuckerberg, il buvait de la Heineken ce soir-là. Puis il parlait de comment que ça se tenait comme, OK, je le sais, mais tu sais, quand tu arrives, tu te prends une bière, ça symbolise de relaxer dans le fond. Tandis que l'autre affaire, c'est vraiment pour se saouler parce que tu es en crise. Puis ultimement, c'est Fincher, il a fait non, il buvait de la Heineken pour vrai ce soir-là. Il boit de la Heineken dans le film. Point final. Puis regarde, c'est pour ça qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Puis tout ça, on a parlé la semaine passée de comment que James Vanderbilt, qui a écrit le script de Zodiac, puis qui a aussi écrit les scripts des Amazing Spider-Man, à quel point que Fincher a dû repasser derrière lui pour écrire son script et mettre des vraies affaires dedans. Ben, ça, c'était un détail sur qu'est-ce que Mark buvait. Imagine le film entier de ça. Mais tu sais, il y a des choses qui sont, comme je regardais ça un peu hier, qu'est-ce qui pas la vérité, parce que tu sais, j'en conviens qu'on s'en sac. Moi, je veux pas voir un film sur l'absolue vérité de non, la vie de tout le monde. C'est pas utile pour ça. C'est pas utile, mais tu sais, comme, mettons, Mark Zuckerberg, la femme avec qui est maintenant, là, sa femme maintenant, il était avec en 2003. Donc, dans les événements du film, il sortait déjà avec. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais c'est sûr que ça marche pas. Le film marche pas s'il y a juste une blonde qui se fait comme... qui existe comme dans l'ombre de ça. Mais, puis aussi, Sean Parker, lui, il a comme dit, genre, en fait, moi, je suis le contraire de cette personne que vous démontrez. Lui, il s'est fait mettre dehors d'un enfant, je sais pas, ça s'appelle Plaxo ou Blackso. Il s'est fait mettre, il est devenu un investisseur, comme il a fait pour Facebook, mais pour une autre chose, puis il s'est fait comme un peu mettre dehors, comme Eduardo Saverin s'est fait faire. Puis lui, il était comme, tu sais, genre, j'ai trouvé ça bon, le film, mais je suis pas de même, là, c'est pas moi, je suis pas de même. Puis tu sais, c'est sûr que si tu vois ce film-là, moi aussi, je dirais ça. Non, je suis pas de même, là. Je fais pas de la coke avec des... Avec Caleb Landry Jones. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même l'air d'un gars qui pourrait éventuellement devenir partisan d'un groupe dont la lettre commence par la lettre Q. C'est tout ce que je dirais. Ouais. Critique américain, Matt Singer, il avait fait vraiment une bonne remarque sur le casting de Justin Timberlake, que dans le rôle, c'est qu'avec ses cheveux puis ceux de Jesse Eisenberg, ils ont vraiment l'air de des frères, mais qu'il y en a un qui est pogné comme le jackpot génétique, puis l'autre pas autant.
Puis que ça nourrit vraiment bien leur relation à l'écran. Je ne pas qu'ils l'aiment tant que ça. Puis j'ai fait ah oui, ça c'est une bonne observation. C'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là là-dedans. C'est intéressant aussi d'aller chercher Justin Timberlake pour jouer Sean Parker. Tu sais, une vedette de la pop pour jouer le rôle du gars qui a ébranlé le monde de la pop, surtout. Là, avec Napster, je trouve que c'est un choix judicieux. Puis à l'époque, sauf erreur, Justin Timberlake n'avait pas tant fait de films que ça, puis il n'avait jamais été dans un film d'envergure, un film qui non, ben, c'est ça, il avait fait Love Guru. Love Guru, ouais. Il avait fait Alpha Dog. Ouais, c'est ça. Puis Edison, qui est un film avec Morgan Freeman et Kevin Spacey, donc plus jamais personne va le revoir. Okay. Mais tu sais, non, c'est vrai, il n'avait pas fait des gros films, mais tu sais, il était rendu un peu comme un comédien, je sais pas chevronné. Black Snake Moan aussi, tu sais, il avait fait pas des gros films. Southland Tales, c'est un gros film à l'envergure narrative, peut-être pas au niveau des hits. C'est sûr que c'est le plus gros film qu'il avait fait à cette époque-là, puis peut-être même encore. À part Inside Llewyn Davis, peut-être. C'était pas encore fait, Llewyn Davis. Non, c'est là. Mais depuis dans sa carrière au complet, ça reste quand même Social Network qui est comme le film qu'il a fait, qui est comme qui a marqué les esprits. Là. Ben là, les gars, il a été plein de fois à SNL, il est tellement drôle, on n'en revient pas. Il est dans Yogi Bear. Il fait boubou. Il fait boubou. Oh, ouais. Mais tout de même, justement, le genre de swagger qui donne à Sean Parker, il se fait donner des hosties de lignes de mange-marde puis coup de circuit à chaque fois. Là. Puis, tu sais, c'est tout de même quelque chose d'être capable de pouvoir réussir ça. Là. Ben, c'est parce que le rôle nécessite un charisme, un charisme certain, mais à l'échelle de ces dudes nerds-là, tu sais. Ouais. Comme Sean Parker, il arrive dans un party où il y a, tu sais, des vrais rockstars puis des personnes connues. Le monde font OK, c'est juste un dude, c'est un nerd. Mais tu sais, pour des gars qui sont habitués de coder puis de gosser après leur ordi, Sean Parker, tu sais, c'est Elvis, là, tu sais, t'es comme tabarnak, ce gars-là, il est confiant, il commande il commande sans checker le menu, il commande, si une des personnes à la table prend un Apple TV, tout le monde en prend, tu sais. C'est ça que ça prend. Justin Timberlake, je pense qu'il y a un peu cette figure-là dans, tu sais, pour un gars de boy band, il est vraiment charismatique. Mais, tu sais, dans tout le monde possible qui peut être charismatique, qui sont dans l'œil public, ça reste Justin Timberlake, là, tu sais, c'est un solide 6 sur 10, là, je te dirais. Oui. Mais tu sais, il est sûrement fin, là, je dis pas le contraire, tu sais, mais, puis c'est ça, l'affaire, ayant autre chose intéressante, à part Justin Timberlake, moi, j'ai rencontré Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Armie Hammer et Max Minghella, donc les 4 dudes majeurs de ça. C'est du monde qui représente quand même bien. Leur aura, c'est un aura qu'ils ont dans la vie aussi. Mm-hmm. Comme, sans dire que Jesse Eisenberg, c'est pas le trou de cul qui est Mark Zuckerberg, mais tu peux comprendre très bien comment. Il y a une affaire il y a un aspect de performance et un aspect inhérent, là, que tu es comme ça, tu dégages ça, puis ça, tu peux pas vraiment contrôler ça. Armie Hammer ne dégageait pas de cannibalisme à cette époque. Ouais, là, ça, c'est. Ouais. Mais tu sais, je pense que j'étais pas le genre de personne qui veut manger, fait que ça n'a pas. Attends, j'ai manqué un bout, là. Quoi? Tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec Armie Hammer? Non, ben je m'intéresse pas trop à la vie de non. Du Hammer? Ouais. Ben, regarde, Armie Hammer, cette semaine, la semaine passée, il y a des screenshots de DM qui ont circulé, qui le montraient, lui, dans un DM qui parlait avec une dame, puis il témoignait le désir de la dévorer. OK. De manger ses côtes sur le barbecue, voyons de donc. couper son orteil et de la garder sur lui à tout moment. OK, fait Cannibal Lecter, c'est lui, là, c'est le prochain à le jouer. Ben, tu sais, c'est de ce que j'ai vu, en tout cas, dans ce qui était sorti des DM, ça avait vraiment l'air du roleplay douteux. Ouais. Mais là, après ça, de ce qui est sorti par après, c'était comme, ouais, tu sais, il y a à tout le moins un grave problème de drogue. Fait que, tu sais, genre... Puis, fait intéressant, ces DM-là se sont produits alors qu'Armie Hammer était à Montréal, ici à Montréal, en train de faire On the Basis of Sex, le film sur Ruth Bader Ginsburg. Oh là là là. Oh boy, OK. Lui, il pensait à manger des orteils et tout ça. Il est soirée dans Rosemont. Il est sur son téléphone, puis attends un peu, Felicity Jones. Je dois terminer cette missive. Puis...
Mais regarde, ouais, puis il y a un article là-dessus qui résume un peu cette affaire-là dans Rolling Stone, puis qui a une intervenante avec une dominatrice qui intervient dans l'affaire, puis elle parle de ce genre de fétiche-là, puis comment que c'est un genre de fétiche de domination que les gens ont, mais qui est tout de même difficile mettons, à faire vivre, mettons, mais qui raconte aussi que des dames qui ont été avec Armie Hammer, même si ça n'a pas été prouvé que c'était lui, des dames qui sont prononcées, qui ont été avec lui comme « Ouais, il aime ça, des affaires un peu intense, puis il n'est pas tout le temps full-on consensuel dans tout ça. Puis là, justement, il était supposé être dans une comédie romantique avec Jennifer Lopez et il fut mis à l'extérieur de ce projet. Alors, il n'est plus là. Puis là, lui, il est remplacé par Josh Duhamel. Oh, ça, Chris. c'est poche en Chris. Ça fait mal en remplacé tabarnak. par Josh Duhamel. Josh Duhamel, là, c'est... Sérieux? Josh Duhamel, chez eux, je vais vous inviter chez Josh. Chez Josh Duhamel, il y a une pièce sombre. Puis dans cette pièce sombre-là, il y a plusieurs poupées vaudou. Il y a une poupée vaudou de Ryan Reynolds. Il y a une poupée vaudou de Cooper. Il y a une poupée vaudou de Timothy Olyphant. Celui-là, il y a vraiment beaucoup d'aiguilles parce que c'est comme ça devrait être à moi en tabarnak, mais c'est lui qui est snap. Puis, très clairement, il a été chanceux, il y en avait une de Armie Hammer. Puis là, c'est arrivé cette fois-ci. Là, ça va parler. Puis, ouais, ça va parler. Ça fait un bout que, mettons, il a mis sa poupée de Josh Lucas au vidange. Là, ça, il s'en préoccupe plus. Mais j'espère qu'il va pouvoir transformer sa carrière. Ouais, écoute. Très drôle. C'est ce genre de parenthèse-là que vous pouvez vous attendre au voyeur de vue. Il n'y avait pas ça dans le Patreon avant. Il m'a regardé une petite gêne dans le Patreon. Mais là, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Crucifions Josh Duhamel. Ouais, que son dernier film, c'est Think Like a Dog, un film de chien parlant avec lui et Megan Fox. En quelle année? 2020. OK, ben écoute, juste le titre sonne très 1994. Hey, là, Megan Fox, là. Ça va bien, ces affaires. Mais tu sais, c'est parce que. Contemporaine. Elle pense qu'elle est meilleure qu'on pense, mais moi, je l'avais trouvé vraiment bonne qu'elle avait fait une gastronome dans New Girl. J'étais comme, oh, ok, shit, elle peut faire comme plein d'affaires. Puis elle était bonne aussi dans Funny People, me semble. Ouais. Fait que, là, je suis comme curieux de voir Rogue. Rogue est sur Netflix, là, qui est dedans, là. Puis ça n'a pas l'air tant bon, mais je veux donner une chance à Megan. Là. Ouais, ben là, elle a booké quelques affaires moins poches. Tu sais, des films qui s'en viennent, qui sont ben. Non, ok, je retire ce que je viens juste de dire. Là. Je regarde ces films qui s'en viennent. Il y a quelque chose qui s'appelle Big Gold Brick, réalisé par un gars qui s'appelle Brian Petsos. Ça, c'est pas bon. Je pense pas que c'est ça qu'on veut. Il y a Midnight in the Switchgrass qui est réalisé, le premier film de Randall Emmett. Randall Emmett, qui est le gars de Emmett Furla, qui produit tous les films straight to DVD de Val Kilmer, Bruce Willis, Mickey Rourke, tu sais, cette gang-là. Puis c'est bien sûr avec Emile Hirsch et Bruce Willis. Ah, tabarnak. Deux personnes qui sont contents de faire des choses. Fait qu'en tout cas, on espère que ça va bien aller pour elle, peut-être en 2022. Là. 2021, ça n'a pas l'air d'être trop gagnant pour le moment. Qu'elle fasse un film de Witchblade, là. Quelque chose de même, là, que les comic books la sauvent. Motadine, elle le mérite. Fait qu'on a d'autres paroles avant qu'on termine, d'autres trucs à dire sur Social Network, d'autres dernières impressions. Je pense qu'on le recommande tous, bien sûr. Je me dis la plupart des gens qui l'ont écouté, qui écoutent l'épisode l'ont peut-être déjà vu, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est certainement à écouter. Ouais, c'est un film qui tient encore la route. Il faut peut-être juste recontextualiser un petit peu ce que c'était Facebook à l'époque et pas notre naïveté, mais on voyait que c'était déjà grand, mais on voyait pas à quel point ça deviendrait grand. Même à un moment donné, ça parle quasiment de l'achat d'Instagram. Excusez, j'ai mon chat là, qui est en train de devenir fou. Descends, Fellini. Il s'appelle Fellini. Il a été tranquille pendant 1h15. Pendant 1h15, ouais, c'est ça. Mais seulement Fellini, il est parti satiricon, là, son affaire. Oui, c'est ça. il a été fait pendant 8 semaines et demie. Puis là, tantôt, il était néo-réaliste, puis là, il est rendu satiricon power. C'est ça, exact. Mais c'est ça, c'était gros. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, Sean Parker dit ce serait cool de créer une espèce d'application sur laquelle tu peux mettre des photos, puis les gens share des photos, des moments, puis que si tu manques un party, tu peux le vivre par procuration. Mais c'est un peu l'idée de ce qu'était Instagram au début. Est-ce que Instagram existait en 2010? Je pense. Ben non, oui, Instagram est arrivé. Oui.
quand j'étais à l'université. Fait que pas longtemps après, peut-être 2008, Instagram au début. OK. Mais à ce moment-là, pas tout le monde avait des... Octobre 2010. Ah Octobre ouais? 2010. Octobre 2010, fait que... Octobre 2010, fait que c'était quoi avant qu'on... Parce que moi, je me souviens que j'avais juste un ami qui avait un iPhone ou qui avait un téléphone qui n'était pas une affaire à flip. Fait que, tu sais, lui, il y avait des filtres. Je me souviens, il nous montrait ça. Check, j'ai des filtres. Je peux te donner des lunettes. Là, on était comme, oh, Ah ouais. technologie! Tu sais, mais on ne pouvait rien faire avec parce qu'il y avait juste lui qui avait ça. Mon ami qui travaillait chez Apple. Fait que lui, il avait une plug. Tu sais. Moi, j'avais un crise de téléphone à flip. J'avais un Razer, Motorola Razer. Je ne pouvais pas faire d'Instagram avec ça, ben. Non, c'est ça. Fait que Sean Parker parle de ça, puis bon, le film est sorti en 2010, donc sûrement tourné en 2009. Oui, il devait y avoir une application pour partager des photos. C'était Facebook, tu sais, parce que je me souviens aussi de faire des parties, prendre 180 photos avec ma caméra digitale, juste toutes les uploader sur Facebook. Ouais. Puis taguer tout le monde. C'est ça. Puis là, après ça, on a ça, là, des photos genre vraiment dégueulasses avec une vieille caméra digitale, avec le flash au Café Campus, de genre toi qui est comme... ouais. Puis là, ça reste sur Internet, tu sais. La belle époque. Le monde qui ont eu des enfants, genre cette année-là, ben là, leurs enfants, ils ont 13 ans, puis ils voient ça, ils sont comme, hey, wow, incroyable, quelle bonne idée. Genre, on n'a pas pensé assez loin dans le futur là, quand on a inventé ces affaires-là. Non. Mais c'est ça tient encore la route, puis c'est ça. Faut juste peut-être le remettre en contexte de ce qu'était l'Internet quand même en 2010, puis de l'espèce de naïveté qu'on pouvait avoir sur certains geeks, puis tout ça, mais c'est encore excessivement pertinent, sinon même plus que quand c'est sorti. Oui, absolument. Ouais. La seule affaire qui tu devrais quasiment changer de ce film-là, c'est les dernières lignes de que sont-ils devenus. Ouais. Oui. C'est comme Mark Zuckerberg a potentiellement détruit la démocratie. Mark Zuckerberg a décidé trop tard de fermer le compte de Donald Trump. Ça m'a fait passer, tu sais, quand Mark Zuckerberg il avait mis une vidéo ou des photos sur Twitter où il était comme I am barbecuing meat, I am grilling meat. Puis c'était sur un petit bar. En tout cas, ça avait vraiment l'air de comme c'est la joke la plus évidente du monde, mais des aliens ont regardé des humains pendant 5 minutes et ont fait ah, j'ai compris. Bonjour, regarde, ceci est viande, je mange. C'était comme ah non, man. J'ai pensé à ça en regardant le film. Puis c'est vrai que Mark Zuckerberg, il est quand même plus charismatique comme figure dans le film qu'il s'est prouvé à être dans les 10 dernières années. Oui, je pensais aux photos de lui qu'on le voit à la plage avec tout son maquillage, avec toute sa crème bizarre, puis comment il a de l'air d'État avec des cheveux bruns. Là, je pensais comme, est-ce qu'il aimerait ça ressembler à Jesse Eisenberg? Il aimerait ça avoir... Jesse Eisenberg a de l'air d'une statue comparée à lui. C'est incroyable. Dans le générique, tu vois qu'il y a un acteur qui joue Bill Gates. Ouais. Quand est-ce qu'on voit Bill Gates? Ils sont à un genre de... comme une genre de conférence. On voit pas Bill Gates, on le voit de loin sur le stage. Les autres, ils l'écoutent parler. Puis là, tu sais, à la fin, il y a comme une joke qui parle à un gars. Puis là, il fait « Ah, someone said you could have been the next Bill Gates. Who was that? » Puis là, ils font « Man, c'était Bill Gates. C'était une conférence de Bill Gates. » Puis il fait « Ah! » Tu sais, il y a comme un personnage, un des autres dudes de Facebook, tu sais, qui est comme un coloc, là, mais... On voit pas la face de Bill Gates. Enfin, la personne qui joue Bill Gates le joue de loin sur un stage de dos. OK. C'est pour ça que j'ai comme pas... Il parle, fait que j'imagine que c'est pour ça qu'il y a... qui est au générique. C'est parce que tu es un complétiste de Bill Gates au cinéma. Comme tu veux avoir comme toutes les apparitions. Puis... oui, ben là j'ai collecté les Simpsons. J'ai collecté Social Network. Puis, il doit en avoir d'autres. Oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais... Ben, il y a un film... Je les trouverai par moi-même. J'ai pas besoin d'IMDb. C'est bourré de mensonges. Il y a un film de HBO, genre, non, TNT, 1999, qui s'appelle Pirates of Silicon Valley. Oui. Avec Noah Wiley qui joue Steve Jobs et Anthony Michael Hall qui joue Bill Gates. Oh boy. Fait que, il y a ça, là. Ça, c'est quelque chose qui existe. Ça existe. Eh ben. Puis, Marcus Giamatti dedans. Pas Paul Giamatti, mais son frère plus grand et qui y ressemble, mais qui est plus long. Version étendue de Paul Giamatti. Ça, c'est une image qui... Dans ma tête, ça ressemble un peu, justement, à Mark Zuckerberg sur une planche de surf au soleil. C'est comme un verre à forme humaine. C'est comme étrange, puis ça me trouble. Il est dans... Moi, j'ai vu Marcus Giamatti dans un film, The Chosen One, une réalisation de Rob Schneider. À propos de Rob Schneider, qui est un vendeur de chars suicidaires, qui décide de faire un voyage
pour se ressourcer avec des chamans colombiens. Puis Steve Buscemi dedans, puis aussi Marcus Giamatti. Gros film. Je vous le conseille pas. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, c'est que tu sais, Jesse Eisenberg, il a quand même eu une carrière correcte, mais tu sais, il n'a jamais eu après ça d'autres rôles. Tu sais, c'est pas Zombieland qui... Lex Luthor dans fucking Batman vs Superman. Puis sûrement qu'on va le voir un petit peu plus dans Justice League, Snyder Donc, Cut, comme je disais, on l'a jamais vraiment revu dans un rôle d'envergure et de calibre. Non. Mais tu sais, un autre rôle où il est aussi bon, puis c'est comme la même époque où Michael Cera était bien hot aussi. Mm-hmm. Je trouve que les deux ont une carrière un peu semblable de ah, là, you're a thing, mais on va jamais savoir quoi vous écrire d'autre que ces personnes-là. C'est drôle aussi parce que ces deux acteurs-là, on dirait que pour toutes les entrevues que j'ai vues avec eux autres, ils ont l'air de vraiment s'en calisser pas mal, puis que s'ils retravaillaient jamais, ils seraient comme ça, il est arrivé. Ben, tu sais, comme là, je vais pas pour rename dropper, mais quand j'ai fait l'entrevue avec Jesse Eisenberg, c'était pour The Art of Self-Defense, qui avait joué à Fantasia l'année passée. Ah oui. Puis lui, il disait comme j'aime vraiment ça à Montréal. Si je pouvais, je viendrais vivre à Montréal. Je n'ai rien à chier de vivre à New York ou de vivre n'importe où d'autre. Ici, je peux aller chez Drawn and Quarterly, personne ne m'écoeure. Tout le monde se calisse de moi. Je mets ma calotte, je peux vivre ma vie. Puis là, j'étais comme tu peux venir, man. On s'en calisse de toi, là. Désolé, mais c'est ça que c'est. Là, non, mais tu sais, moi, je trouve que c'est un bon acteur. Il fait des choix intéressants, mais c'est sûr qu'il fait pas des grands films. Puis ça fait longtemps, tu sais. Et il fait aussi des films. Tu sais, je pense que la dernière affaire qu'il a fait, à part Lex Luthor, là, qu'il a fait qui était comme une tentative d'un vrai film commercial, c'était American Ultra. Ah oui. Qui est vraiment de la merde, qui est écrit par Max Landis. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de la boîte. Là. Oh ouais, mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est qu'il ne fit pas dans le monde des blockbusters et de ces affaires-là. Fait que tu sais, parce que ça, justement, The Art of Self-Defense, qui est un super bon film de Riley Stearns, tu sais, où est-ce que il représente bien comme le type de genre de nerd qui n'est pas ce qu'il a fait avec Social Network. Tu sais, comme une personne juste totalement effacée, qui n'a rien à apporter sur la Terre. Tu sais, là, c'est chien pour lui, là, mais je dis pas que lui il est comme ça, mais tu sais, c'est un personnage qui joue. Puis je pense que, tu sais, malheureusement, il y a de moins en moins de place pour ça dans des gros blockbusters. Tu sais, un personnage qui est effacé, qui est pas actif, tu sais, qui est quasiment passif dans sa propre histoire. Puis, tu sais, je pense qu'il est vraiment bon à jouer ça, mais hélas, tu sais, c'est pas le genre d'affaire. C'est plus le genre d'affaire que tu vas voir à Fantasia ou à Sundance ou à des trucs de même, tu sais. Puis, une autre question, parce que là, je me rappelle plus trop des dates, mais Social Network, c'était-tu sorti avant ou après l'existence de Big Bang Theory? Parce que... bonne question. Au niveau de la représentation des nerds, ça me semble Big Bang Theory, c'était avant. C'est avant. Ouais, 2007, Big Bang Theory, ouais. 2007? Ah ouais. Qu'est-ce que ça a été longtemps à TV, cette merde-là? Hey, ben oui, mais à un moment donné, c'était comme... 12 ans! Oui, ça vient juste d'arrêter. Ça vient tout juste d'arrêter. Tu sais, il y a des humains là, qui peuvent avoir une conversation complète puis amener des idées pas fouillées, mais complètes, qui sont nées depuis que Big Bang Theory est à TV, esti. Oui. En fait, c'est trop long, là, à part les Simpsons. Là, les Simpsons, ça ne devrait pas compter. Puis It's Always Sunny, ça fait genre 25 ans que c'est à TV. Ouais, mais ils sont on and off, eux autres. Là. Ouais, ils slident sur une fesse. Là. Mais non, écoute. Je me rappelle, une fois, là, j'ai essayé là, Big Bang Theory, là, puis je me suis dit, comme, regarde, je pense, à chaque fois que j'ai vu un bout de ça, j'ai pas aimé ça, mais je vais écouter un épisode qui essaie puis si j'aime ça, ben c'est en reprise tout le temps, fait que ça va être le fun. Je vais pouvoir l'écouter puis remplir ma tête avec ça. Puis l'épisode commence avec une joke tout de même nichée sur la continuité de la vitre embouteillée de Candor des vieux comics de Superman. Puis là, j'ai comme, regarde, là, ils ont mon number, là, si je pourrais aimer ça, ils ont commencé de la bonne façon. Puis j'ai immédiatement haï ça. Là, je vais être comme, bon, ça va jamais marcher. S'ils ne me pognent pas avec le joke de Superman des années 60, ils m'auront jamais. Ouais. Cela dit, j'ai vu le premier épisode il y a une couple d'années dans mon apprentissage d'écrivage de sitcom. Puis là, j'étais juste comme, ah oui, bonne mécanique, ça fonctionne bien. Mais aussi, bons acteurs parce que les shit qui ont à dire de faire semblant que ça sort de la bouche de des vrais êtres humains, c'est un hostie d'affaires. Ouais. Je comprends les prix que Jim Parsons a gagnés maintenant. Parce que c'est comme... C'était des prix de pitié dans un sens. Ouais, un prix de présence. C'est des prix de...
je sais pas comment tu as fait ça, mais tu l'as fait. Puis Ouais. tout le monde l'écoute. Fait que ça vaut ça au moins. Là. Ouais. On va pas se faire de mentir. Mais non, mais je me posais la question parce que ça, c'était comme l'époque où est-ce qu'on voyait des nerds à la télé avant qu'il y ait vraiment du contenu ultra nerd à la télé. Là. Tu sais, c'était avant toutes les séries de CW qui reprennent des affaires d'ici. C'était avant que Marvel fasse des séries. C'était, tu sais, le MCU commençait à naître. Là, fait que... Ouais, ben d'ailleurs, ça me fait penser juste. Parce que ça, c'est une affaire qu'il y a souvent dans The Flash, puis je sais que je l'ai vu souvent ailleurs, mais quelqu'un qui écrit une équation sur une vitre, Ouais. ça, ça vient-tu de Social Network, ça aussi? Parce que je me rappelle la fois quand ça arrive dans le film, je me dis, oh shit! C'était vraiment puissant comme moment visuel, puis je trouvais ça Zemeckis-esque. Puis là, j'étais comme, ah ouais, ça vient. C'est une autre affaire de la télévision. Comme Fincher crée et la télé prend. Et c'est un autre cas de ça, là. Ça se pourrait, honnêtement. Genre, il y a des bonnes chances. Ou tu sais, peut-être que ça n'a pas été inventé par ça, mais ça a été solidifié par ça. Puis si quelqu'un le fait, c'est en référence à ça plus que d'autres choses. Mais j'ai bien hâte de voir ce que la télé va faire de Mank. Ouais, j'ai toujours pas vu Mank, là, mais il faut croire que. Ben, tu sais, OK, ils ont 2 séries qui se passent là, sur le making-of du parrain. Fait que Pour vrai? c'est pas mal ça. Il y en a un avec Armie Hammer, ça va peut-être chier, là, mais l'autre est avec Jake Gyllenhaal. Fait que, OK. Qui va faire Marlon Brando? ils l'ont pas trouvé encore, mais OK. c'est Oscar Isaac qui fait Francis Ford Coppola. Ah ouais. Puis Jake Gyllenhaal fait Robert Evans, le producteur. OK. Personnellement, je prendrais Bold Move, mais Jesse Plemons pourrait Pour faire faire Brando. Pour faire Brando. Moi, ouais, tu le modifies un peu, puis... Moi, je pense que dans un monde parfait, ça serait Tom Hardy. Là. Parce que c'est oui. content de parler de même. Là. Il risque de tabarnak, ça ferait son année, ça ferait sa vie au complet. Il pourrait lâcher le milieu après ça, puis il serait bien. Puis tu sais, il aime ça, là, parler de même, puis avoir des affaires dans la bouche. Là. Genre, c'est parfait, tu sais, c'est l'affaire. Tom Hardy a été mis sur cette terre pour faire ça. Ouais, il va peut-être juste devenir un être de lumière s'il fait ça après. Il va juste comme... Le rap party vient de se terminer, puis là, il a comme poussé la porte pour sortir, mais là, il est disparu. C'est vraiment comme si Thanos avait claqué des doigts, puis t'as juste un rayon de poussière qui rentre dans le party, puis on est comme, pourquoi? Ah ben, Tom Hardy est plus là. Tom, il est où? Je sais pas, mais on dirait que j'ai entendu le son d'un sourire. Bon, tous ces détours-là, je pense que ça montre que c'est la fin de notre épisode de cette semaine. Avant qu'on termine, Guy, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'être venu parler de ça. Ça me fait plaisir. nous. Désolé, j'étais un peu penché. Mon chat a renversé ma poubelle. Pardon, oui, c'était quoi la question? Mais merci beaucoup d'être venu. Casanova, maintenant. Ça m'a fait un énorme plaisir. Merci pour l'invitation. Et on vous entendra éventuellement là, à mon podcast On jase de film. Mais oui, mais avant qu'on nous entende là, les gens qui veulent l'écouter, ils le trouvent où? Toutes les plateformes, ça sort les vendredis. Donc, sur iTunes, Google Play, YouTube, toutes vos applications de podcast que vous pouvez imaginer, je pense que c'est là. Puis sur YouTube, il n'y a pas le visuel. Tout ce qu'il y a de plus, c'est de voir la photo de l'invité et des images, des screenshots des films dont on parle. Fait que c'est le seul avantage. Écoute, parlant de YouTube, justement, les voyeurs de vue sont maintenant disponibles sur YouTube. On arrête de lentement uploader tous les épisodes qui sont aussi justement seulement en audio. Avec une belle animation de barres de son qui montent et qui descendent. Et le lien vers ce YouTube-là est dans votre description d'épisode. Alors, allez voir ça. C'est aussi ça, les voyeurs de vue sont disponibles sur toutes les plateformes possibles, un peu comme On jase de film. Alors, en attendant, mais justement, Alex, on rappelle que la semaine prochaine, notre film est... Oui, The Love Guru de Marcus Schnabel, je crois. Schnabel. Le gars qui a réalisé ça, je sais pas d'où c'est qu'il est sorti d'un trou et il est retourné immédiatement. Oui, avec le beau Justin Timberlake qui apparaît dans Social Network. Il joue un Québécois. La connexion. Oui, Jacques Lecoq Grand. Jacques Lecoq. Et je veux juste vous remercier encore une fois de ne pas m'avoir invité pour cette semaine.
fait plaisir. Écoute, ça va être. À moins qu'un invité se manifeste dans les commentaires ou vienne nous parler, ça risque d'être un. On ne veut pas infliger ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est du voyeur de vue advanced, peut-être. Une autre chose qui est intéressante à noter du Love Guru, là, un petit teaser pour la semaine prochaine. John Oliver joue dans Love Guru. Je pense que c'est la seule fois qu'il a joué un rôle, ou peut-être, je pense qu'il joue dans Bewitched aussi, mais il s'appelle Dick Pants. Alors, tennis pantalon. C'est subtil, ces films-là. C'est beau. Avant qu'on entende ça, avant qu'on enregistre ça, Alex, les gens, ils te trouvent où sur Internet? Oui, sur cultmontreal.com pour mes écrits. Après ça, sur Twitter, c'est Alex Rose, 2 petites barres en dessous. Et Instagram et Letterboxd, c'est Why Does It Exist? Excellent. Vous pouvez aussi me suivre sur Letterboxd @Yannick Belzile. Même chose sur Instagram où il y a mes dessins que vous pouvez me commander si le cœur vous en dit, ainsi que sur Twitter où je parle de pop culture, ainsi que c'est ça aussi, je fais un autre podcast qui s'appelle 3 bières que vous connaissez peut-être, qui est disponible à chaque vendredi le lendemain de lorsque cet épisode sort. Et bref, c'est ça. Alors, on peut aussi teaser que la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle chanson thème. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, quand vous allez écouter le prochain épisode, gardez l'oreille grande ouverte, car nous allons avoir une nouvelle chanson thème. On a très hâte de vous la partager. Mais si je dis ça, ça va mettre de la pression sur la personne qui enregistre la chanson thème. Mais en attendant, on vous invite à aller voir des vues. Yeah!